cette liste des Pandora Papers, on retrouve 35 chefs d'État, dont 7 présidents en exercice. C'est le cas de l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, élu en 2019 sur une promesse de transparence. On retrouve à Kiev Gulliver Krag. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ses révélations, c'est qu'elle cloche tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple, qui plus ou moins fait élire Volodymyr Zelensky en 2019. Vassil Holoborodko est un homme du peuple, un professeur du lycée, dégoûté par les pratiques de l'élite du pays, sa corruption et son utilisation de compagnies offshore pour cacher sa richesse. Eh bien, il est révélé que la société de production de Volodymyr Zelensky et lui-même et ses associés avaient bel et bien recours à des compagnies offshore pour gérer les revenus de leur société de production. Écoutez, moi je suis frappé par le nombre de spécialistes de Poutine depuis que le début de la guerre. Moi je ne suis pas spécialiste de Poutine. Bon, ce que je sais, c'est qu'en général un dictateur tient bien sa population et seul Jules César a été assassiné dans le Sénat, mais parce qu'il a eu le tort de s'exposer au Sénat. Saddam Hussein, jusqu'au bout, il a tenu. Donc je ne sais pas, je suis pas kremlinologue, mais si vous voulez, je peux me livrer à des conjectures. Ça, non, ne le faites pas. Et justement, je ne vous poserai pas la question à Pierre Conessa de savoir si Vladimir Poutine est fou ou pas. Et rationnel ou pas, ce n'est pas le débat, mais vous entendez quand même certaines voix qui voudraient l'amener devant la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre. Est-ce que vous pensez que de telles revendications sont légitimes aujourd'hui? Est-ce qu'elles amènent quelque chose au débat actuel? Bon, d'abord, la fuite dans l'analyse par rapport à la folie, c'est l'intrusion des psys un peu partout. Donc effectivement, on l'a vu dans le terrorisme aussi, rappelez-vous, des gens qu'on a finalement amnistiés. Poutine est un dirigeant politique, donc comme tout dirigeant politique, il est responsable de ses actes. Cela dit, dans la salle d'attente de la Cour pénale internationale, moi je pense qu'il y a George Bush, enfin j'espère qu'il y aura George Bush, ou en tout cas qu'il n'y aura pas un juge américain dans la Cour pénale internationale. Parce que rappelez-vous quand même que en matière de mensonges, on a fait beaucoup mieux que Poutine. Poutine nous a fait le mensonge, c'est-à-dire je négocie, en même temps je prépare mon plan d'invasion. Nous, on a fait la grand-messe de l'Assemblée Générale de l'ONU avec les petites fioles. Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait dans les fioles, parce que s'il y avait effectivement des armes bactériologiques, l'Assemblée Générale de l'ONU était rasée. Bon. Vous savez que vos propos vont beaucoup faire réagir, c'est-à-dire c'est une forme de parallélisme, de mettre sur le même plan ce qui s'est passé avec une forme d'invasion américaine en Irak et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Écoutez, posez la question aux Irakiens. Donc, si dans l'ordre du mensonge, si vous voulez, on a quand même un ordre de priorité qu'il faudrait maintenir, parce que aujourd'hui, on tire la conclusion que Poutine est un paria. Mais ce paria, il l'est surtout pour l'Occident. Vous avez remarqué qu'il y a même 17 États africains qui ont refusé de voter la motion à l'ONU. C'est-à-dire que dans l'ère où nous avons, notre France-Afrique, si vous voulez, qui était ce grand mouvement démocratique, on a même des alliés qui nous quittent. Prenez le cas du Mali, qui fait appel à Wagner. Vous croyez que le Mali va condamner l'invasion de l'Ukraine? Donc on est sur une géopolitique totalement différente. Et cette géopolitique totalement différente, on n'en tire pas les conclusions, parce qu'on est tellement habitué à dicter l'ordre moral de l'Europe. On a fait quand même une quarantaine d'interventions militaires depuis 91. Donc ce n'est pas... Oui, mais bon, méfiez-vous quand même un petit peu, de la propagande, du réflexe. Moi, j'écoutais votre consultation du psychiatre là dans la presse. Je suis très étonné de voir des médecins qui parlent de leurs malades sans les avoir jamais rencontrés ni auscultés. On m'a raconté que Kadhafi était fou, que Milosevic était pervers, ils sont tous fous, que Noriega était drogué. C'est la guerre. C'est la guerre. On criminalise l'adversaire et aussi on fait de lui un portrait pathologique. Personnellement, j'y crois pas. Je vois que M. Poutine n'est pas très en même temps. Il est extrêmement déterminé. Il suit une logique qui est parfaitement cohérente et depuis très longtemps. C'est un ancien agent. Il a été forgé comme ça. L'ENA, en Russie, ça s'appelle KGB. Et en tant qu'ancien agent du KGB, il voit des complots partout. Quand il y a la révolution orange, il se dit, c'est un coup monté par les Américains pour me déstabiliser. Et il a raison. Et il a raison. Madame Victoria Nuland a raconté, sous-secrétaire d'État américaine, qu'elle avait mis 200 millions d'euros pour déstabiliser. Non, mais Alors, la dernière fois que vous êtes venu à l'émission, Charles Gave, je rappelle, il dit mais je comprends pas pourquoi il pousse à ce point la Russie dans les bras de la Chine. Ce que je vous avais dit il y a une semaine. Il continue à qui mieux mieux, c'est tout à fait extraordinaire. Ouais, c'est une des erreurs massives. Mais ce qu'il faut dire ici rapidement, c'est que les États-Unis, la Chine est un gros exportateur, la Russie est un gros exportateur de matières premières, mais le gros consommateur de matières premières, c'est l'Europe. Il y a à peu près 40%, ça dépend. Oui, de gaz russe, ou de pétrole russe, et je sais pas si vous avez remarqué, mais le charbon dans les 10 derniers jours a plus que doublé. Et l'année dernière, sur les 12 derniers mois, il a été multiplié par 5. Et les Russes sont parmi le 3e producteur de charbon mondial. Et puis les Russes sont le 3e exportateur mondial de blé. Et donc, mais est-ce que l'Europe peut se passer entièrement, si la situation actuellement continue, du blé russe, du charbon russe, du gaz russe ou pas? Jamais de la vie. Jamais, c'est impossible. Donc si les Russes décident de fermer les robinets,
l'Allemagne s'arrête. Mais complètement. Mais il y a le gaz de schiste américain. Mais le gaz de schiste américain, s'ils réussissent à tirer, allez, 1 million de barils, l'équivalent d'1 million de barils, ce sera le maximum. Et ça suffira pendant quelques jours à l'Allemagne, quoi. Ouais, c'est tout. Donc on est dans une histoire de fou où le type qui est complètement dépendant se tire pas une balle dans le pied. C'est l'Europe qui est en train de se tirer une balle dans la tête, quoi. Ah oui, carrément. Bah écoutez, je sais pas, mais si vous avez toute votre énergie, vous savez, l'économie, ça n'est que de l'énergie transformée. Hein. Bon, bah si on vous coupe l'énergie, bah, votre économie s'arrête, quoi. C'est à peu près aussi bête que ça. Et dans les conditions d'un désarmement quasi unilatéral, ils ont immédiatement essayé d'aller jusqu'au bout, de nous achever, de nous détruire complètement. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 90, au début des années 2000, lorsque l'Occident, dit collectif, a soutenu très activement le séparatisme et les gangs de mercenaires dans le sud de la Russie. Quels sacrifices, quelles pertes tout cela nous a-t-il alors causé? Quelles épreuves avons-nous dû traverser avant de briser définitivement le terrorisme international dans le Caucase? Nous nous en souvenons et nous ne l'oublierons jamais. En fait, jusqu'à récemment, ils n'ont cessé de chercher à nous utiliser dans leurs propres intérêts, de détruire nos valeurs traditionnelles, de nous imposer leurs pseudo-valeurs, ce qui nous consumerait, nous, notre peuple, de l'intérieur. Ces attitudes qu'ils imposent déjà agressivement dans leur pays et qui conduisent directement à la dégradation et à la dégénérescence, car ils contredisent la nature humaine. Cela n'arrivera pas et personne n'y est jamais arrivé. Cela ne fonctionnera pas non plus maintenant. Certain monsieur Emmanuel Macron, qui travaillait chez Rothschild, je crois, a vendu le département nourriture enfantine de Pfizer. Vendu à Nestlé, oui. Et le cabinet, enfin Rothschild, la banque Rothschild a touché évidemment son pourcentage. Vous allez nous éclairer sur les pourcentages. Oui, alors il y a toujours des normes. Donc une baguette de pain, combien ça coûte? Quel est le prix d'une modestie d'Emmanuel Macron? C'est pas une immodestie, c'est le fait qu'il n'a jamais été un élu local. Et puis, il a eu une réussite exceptionnelle et des financements hors du commun. Quand vous avez Rothschild au cul, c'est facile d'avancer. Quand vous avez un crédit agricole qui ne vous paye pas, vous n'allez pas très loin. Donc je pense... La transaction. Le fondé de pouvoir donc a gagné 30 millions de dollars dans une transaction de type 10 milliards. Oui, quand il s'est présenté à la présidence, il nous a jamais dit ça dans son patrimoine. Moi je sais pas. Donc dans une vente de 10 milliards d'euros ou de dollars, c'est 1 à 2%, c'est 100 à 200 millions et le fondé de pouvoir gagne 30 millions. Quand je l'achète, je vais pas la mettre au Luxembourg. Le fondé de pouvoir, si c'était Emmanuel Macron, on peut en déduire qu'il a touché 30 millions. Les gens ont conclu ce qu'ils veulent.